On va tout de suite passer à la plénière que nous allons consacrer maintenant aux véhicules du futur et ces nouvelles technologies sur les équipements. Je vais demander à Thierry Archambault, Franck Cazenave, Bernard Jacob et Hervé de Tréglaudet de venir me rejoindre à cette tribune sous vos encouragements. Ça va vous réveiller et ça va les encourager. Alors, je vais vous les présenter. Thierry Archambault, qui est là-bas. Vous êtes président délégué de la Chambre syndicale internationale de l'automobile et du motocycle, le SIAM. Franck Cazenave, à mon extrême gauche, directeur Smart Cities de Bosch France et Benelux. Vous êtes auteur du livre Stop Google, où vous évoquiez notamment il l'a porté, faites voir. Voilà, donc, qui est en vente chez les meilleurs Pearson. Et donc, si vous ne le trouvez pas chez Pearson, vous le trouverez chez Amazon. Et Amazon vous l'apportera livré en camion en 1 heure. Bernard Jacob, à côté de moi, vous êtes directeur scientifique délégué de Livstar. Et Hervé de Tréglaudet, à ma droite, ingénieur général des mines, conseil général de l'environnement et du développement durable au ministère chargé des Transports. J'ai envie de commencer avec vous, Franck Cazenave. Est-ce qu'on va vraiment vers une transformation majeure, brutale et extrêmement rapide du secteur des transports? Alors, en arrivant ici, j'ai vu à l'entrée qu'il y avait écrit « Innover ou mourir ». Donc je me suis dit, finalement, vous êtes prêts à des changements assez radicaux. Donc si on parle de changements radicaux, la seule problématique, c'est la législation et puis la rapidité de ces changements. Mais les changements dont je vais vous parler, et je pense qu'on va tous en parler aujourd'hui, ils vont arriver. Premier grand changement, c'est l'automatisation de la conduite. Alors on verra soit en platooning, mais ça veut dire que les camions derrière n'ont pas de chauffeur ou d'intervention humaine pendant le platooning, soit carrément une motrice autonome. Daimler travaille sur ce sujet, Tesla, Volkswagen. Daimler a déjà testé des véhicules au Nevada, et l'année prochaine, ils vont tester du platooning avec des clients aux États-Unis. Donc ce n'est pas de la science-fiction, ça existe déjà, et il y a des expérimentations en cours. Juste pour vous donner peut-être une idée pourquoi ça va arriver dans les prochaines années. Si je prends, parce que quand on parle de conduite automatisée, on a besoin de puissance de calcul, d'intelligence artificielle. Le premier ordinateur au monde qui a été capable de traiter 1 téraoctet d'opérations par seconde, 1 téraoctet, c'est 1000 milliards d'opérations seconde, c'est l'ASCII Red qui a coûté 50 millions de dollars, qui a été fait en 1997, et qui prenait la place de 150 mètres carrés. Vous avez aujourd'hui dans une Tesla modèle S un Drive PX qui est produit par NVIDIA qui a plus de 1 teraflop d'opérations par seconde. Ça fait beaucoup plus, quoi. La même chose, sauf que c'est pour quelques centaines d'euros. Donc il s'est passé 20 ans, 50 millions d'euros, quelques centaines d'euros, et vous avez ça déjà dans un véhicule. D'accord ? Donc pour automatiser la conduite, on a besoin de capteurs qui comprennent l'environnement, de puissance de calcul et d'analyse de ces données, et de prise de décision, et puis une prise de décision sur différents actuateurs. La direction, la puissance moteur, le freinage. Donc tout ça, c'est en cours, c'est possible, les expérimentations ont lieu, et ça va arriver dans les véhicules au début de la prochaine décennie, véhicules légers. Et attendez, on est en 2017, donc début de la prochaine décennie, c'est dans 3 ans, quoi. À partir de 3 ans. Ouais. Nous-mêmes, avec Daimler, Bosch, nous travaillons et nous sommes partenaires de Daimler sur les véhicules sans chauffeur. Je dis bien sans chauffeur parce qu'autonome, on parle d'autonome pour un peu tout. Moi, je parle de sans chauffeur. Nous avons annoncé avec Daimler que nous mettrons des véhicules sans chauffeur au début de la prochaine décennie sur les routes. Routes ouvertes. D'accord ? Bernard Jacob, on est au début d'une énorme révolution ? Ou est-ce qu'on ne dit pas ça finalement tous les 10 ans ou à tous les congrès de l'OTRE depuis 17 fois ? J'appellerais pas forcément ça une énorme révolution. C'est une évolution rapide et majeure. Je pense que le poids lourd, si on compare les poids lourds d'aujourd'hui à ceux d'il y a 20 ans ou d'il y a 40 ans, on voit qu'il y a des évolutions énormes.
On continue à avancer. Donc je ne parlerai pas forcément d'une révolution, mais d'une évolution majeure. Donc si on parle du platooning, certes, dans le platooning, il y a une partie d'automatisation qui n'est pas forcément sans chauffeur. A priori, dans le modèle platooning, au moins celui qu'on vise à 5-6 ans, c'est un platooning où il reste des chauffeurs dans les véhicules, même s'ils ne conduisent pas tout le temps. On va y revenir au platooning, mais plus de manière d'une manière générale. plus globale, c'est des évolutions, qu'on parle d'électrification, qu'on parle de poids lourds autonomes, ce sont des évolutions, ce ne sont pas forcément des ruptures, on n'en est pas à l'hyperloop ou aux véhicules qui volent, on reste sur un véhicule qui a des roues, qui se déplace sur des routes, mais il y a des évolutions qui sont quand même tout à fait importantes, et il y a des paradigmes qui évoluent. Hervé Tréglaudet. Alors, c'est une question que tout le monde se pose. C'est à quelle vitesse? À quelle vitesse? Quand verra-t-on des véhicules autonomes, des camions autonomes, des voitures autonomes, des bus autonomes, des navettes autonomes, etc. Alors, en ce qui concerne les camions, le platooning, les pessimistes disent, oui, mais le platooning, moi, j'en entends parler depuis, enfin, les plus anciens, depuis 30 ans, depuis 40 ans. Ça fait effectivement très longtemps qu'on parle de platooning. Quand on regarde attentivement les choses, c'est vrai, mais il y a vraiment une accélération à partir, je situe, de 2012. Moi, je vois vraiment une rupture en 2012, sous l'effet notamment de Google, qui a fait sa publicité, mais aussi qui a fait une avancée assez remarquable et qui a vraiment attisé, bouleversé le monde de la recherche en matière de véhicules autonomes. Et depuis 2012, on voit que ça continue de s'accélérer. Les événements qu'on peut constater, les essais, les expérimentations, etc. Vraiment, mois après mois, lorsqu'on regarde, c'est tout à fait impressionnant. Quand on regarde les montants des investissements chez les équipementiers comme Bosch, dans l'industrie automobile, dans l'industrie numérique, c'est réellement impressionnant. Donc forcément, tout ça va déboucher. Alors après, vous avez deux thèses. Les gens qui vous disent ça va déboucher de manière incrémentale, c'est-à-dire vous allez avoir des véhicules de plus en plus autonomes, avec des fonctions d'autonomie. C'est ce que pense en général l'industrie automobile, c'est-à-dire que vous allez avoir, par exemple, à partir de 2018, il y a eu des déclarations de Audi pour la voiture Audi A8, vous allez avoir des voitures qui sont capables d'être autonomes dans certaines conditions, et Audi l'A8, ça sera dans des bouchons à moins de 60 km/h sur autoroute. Et là, vous pourrez appuyer sur le bouton en disant « Ok, je suis d'accord pour que le système prenne la main, et moi, je tweete mes... je fais ce que je voudrais, quoi. Hein, et puis petit à petit, le domaine d'emploi va s'élargir. Alors c'est vrai pour les camions aussi. Au début, c'est pour les autoroutes à moins de 60 km/h. Après, ça sera jusqu'à 100 km/h. Après, ça sera hors bouchon, etc. Ça, c'est la première tendance. Et puis la deuxième tendance, c'est de dire non, c'est pas possible d'aller de façon incrémentale. C'est trop dangereux, c'est trop difficile. Il faut vraiment passer tout de suite à l'état final d'autonomie que les experts appellent le niveau 5. C'est-à-dire, il n'y a plus de conducteur. Donc on passera du niveau actuel où il y a un conducteur, conformément à la réglementation, et puis à un moment donné où il n'y aura plus besoin de conducteur. Donc vous avez ces deux thèses. Moi, je pense plutôt pour la première, mais c'est un avis personnel. Thierry Archambault, même question, est-ce qu'on est dans une révolution qui va être rapide, brutale, ou est-ce que les choses vont aller plus en douceur? Et notamment, et puis on va parler de l'intelligence artificielle avec vous. Moi, je représente l'automobile, donc j'ai tendance à penser que ce sera par progrès, par palier. On franchira les différents niveaux dont vous parliez. Il y a 6 niveaux. Le niveau 0, pour caricaturer, c'est la 2 chevaux. Le conducteur fait tout. Le niveau 5, il n'y a plus besoin de conducteur. Le véhicule se déplace intégralement seul. Puis il y a des niveaux intermédiaires, sans les pieds, sans les mains, sans les yeux, pour caricaturer. Donc, dans l'automobile, au sens large, je parle évidemment poids lourd, on pense que ce sera par étapes, parce qu'il y a toute une pédagogie à faire. Il y a un défi réglementaire, vous l'avez dit en ouverture. Il y a un défi social. Tout ça ne va pas se faire facilement, parce que dès lors que le conducteur n'a plus besoin de conduire le camion pendant un grand nombre de temps, que fait-il? Et comment lui explique-t-on son métier? Quel sens donner à cette évolution de son métier? Ça, c'est important. Le camion autonome, c'est aussi le camion qui communique en permanence avec ses exploitants et qui peut s'auto-diagnostiquer, parfois même s'auto-réparer. Donc là aussi, que devient le mécanicien des ateliers intégrés? Il y a des enjeux qui se posent là aussi, qu'il faut traiter. Et puis un troisième élément, c'est l'acceptation sociétale. Est-ce qu'on est prêt à rouler sur des routes à côté de camions dans lesquels on nous dit que le chauffeur dormirait ou qu'il n'y aurait pas de chauffeur du tout? Ou qu'il n'y aurait pas de chauffeur. Bon, c'est pas non plus évident. Là aussi, il y a de la pédagogie à faire.
Donc la pédagogie, c'est la répétition, mais c'est aussi le temps nécessaire pour que les choses se mettent en place. Donc je pense qu'on aura quelque chose de graduel. Alors on est déjà bien avancé quand même. En site fermé, en site les mines, les ports, des choses comme ça, on est en niveau 5. Mais en site ouvert, je pense que ça prendra un petit peu de temps, mais on le verra. Ce n'est pas quelque chose, on ne parle pas à 20 ou 30 ans là. Voilà. Alors, on va revenir sur le platooning, parce qu'évidemment, c'est le gros morceau. On parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui, alors, dans tous les secteurs d'activité d'ailleurs, mais dans le secteur du transport routier, on parle aussi. Qu'est-ce que ça représente ? Ça représente une grosse évolution en termes de valeur ajoutée. Je vais prendre un exemple. Je parlais du camion qui s'autodiagnostique. Aujourd'hui, les camions, lorsqu'ils roulent, sont en permanence en transmission de données avec l'exploitant. Et vous avez des algorithmes extrêmement puissants, on parlait de puissance de calcul, qui peuvent traiter l'ensemble de ces données et qui peuvent percevoir dans ces données techniques que le camion envoie des signaux faibles qui annoncent une panne de batterie, par exemple, ou un problème de pneu à 10 heures ou 50 heures. En grosso modo, c'est le laps de temps qui est prévu. Ça permet à l'exploitant de gérer l'interruption du camion. Si vous transportez des matières périssables, le fait d'éviter une panne de ce type imprévue, vous voyez tout de suite la valeur ajoutée que ça peut représenter. Ça existe déjà. C'est un exemple. Et c'est fiable. Oui. Oui. Franck Cazenave. Hugues Cazenave, c'est le sondeur. Donc l'intelligence artificielle, effectivement, c'est une brique technologique qui est indispensable pour faire fonctionner les véhicules en conduite automatisée. Parce qu'on parle autonome, notre président de la République a rappelé l'usage du dictionnaire. Je rappellerai que autonome, ça veut dire être indépendant. Moi, j'ai du mal quand on dit niveau 3 autonome, parce que si vous avez un conducteur qui est en supervision de la machine n'est pas autonome. Donc pour moi, un véhicule qui est autonome, c'est niveau 5, c'est la machine qui agit toute seule. Et donc pour qu'elle agisse toute seule, il lui faut une intelligence. Alors, elle n'aura pas conscience qu'elle est intelligente, cette intelligence-là, artificielle. Ce sont des intelligences qui n'ont pas de conscience, qui ne sont pas des intelligences très développées, comme il y a des débats en ce moment. Il y a Elon Musk qui en a parlé, ou si on parle du transhumanisme avec Kurzweil, etc. Mais cette intelligence artificielle, par exemple, a fait des progrès énormes sur la reconnaissance d'images et la reconnaissance textuelle. Aujourd'hui, quand vous avez Amazon Alexa ou quand vous avez Google Home et vous pouvez parler à juste une enceinte en fait, qui est connectée à Internet, qui va reconnaître vos phonèmes, interpréter votre question et être capable de vous répondre, c'est de la transformation de phonèmes en texte, d'analyse de texte, d'analyse de ce texte et de réponse en texte, puis transféré en son. Et ça se fait à la volée. D'accord ? Il n'y a pas d'interruption dans le dialogue. Donc tout ça, c'est à base d'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, elle est en train de se répandre dans notre société et elle se répand aussi au niveau des véhicules. Juste une information, un véhicule aujourd'hui, c'est 200 millions de lignes de code. Un Airbus, c'est 30 millions de lignes de code. Donc c'est 6 fois moins de lignes de code qu'un véhicule, moins d'intelligence qu'un véhicule. Donc il faut bien se rendre compte que déjà les véhicules que nous avons sont des véhicules largement informatisés, avec beaucoup de microprocesseurs. Sur un véhicule BMW série 5, Mercedes, classe C, etc., vous avez 50 actuateurs avec des microprocesseurs. Donc il y a déjà plein d'intelligence artificielle à bord. Il y a déjà de l'intelligence, de la puissance de calcul, et nous entrons dans une ère où on multiplie l'intelligence de calcul, la puissance de calcul avec, par exemple, je l'ai dit, Tesla avec le Drive PX. Et grâce à cette puissance de calcul, on est capable d'utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle dans les véhicules. Et c'est cette révolution-là. Alors, ça, c'est une disruption. C'est pour ça que, bien sûr qu'il va y avoir des véhicules niveau 3, Audi, etc. Mais dans le même temps, d'autres acteurs de l'industrie vont arriver avec des véhicules de niveau 5. Alors, je sais que ça, c'est difficile pour l'entendement humain, mais quand on avait des voitures à cheval et qu'on est passé à une voiture à moteur thermique, le maréchal Ferrand, on lui a expliqué, désolé, mais maintenant, il y a un véhicule à moteur. Et c'est ce qui va se passer avec la conduite automatisée. Hervé Tréglaudet. Oui,
concernant l'avenir, le progrès, à quelle vitesse, je voudrais dire 3 choses. D'abord, en matière d'intelligence artificielle, je parlais tout à l'heure d'une rupture, c'est comme ça que je le vois en 2012. Il faut voir qu'en 2012, c'est une année aussi importante pour l'apprentissage profond, le deep learning. C'est aussi quelque chose de très important pour comprendre, essayer de deviner ce qui va se passer. Il y a de plus en plus de deep learning maintenant dans les intelligences artificielles qu'on met au point, soit dans les réseaux sociaux, d'ailleurs Facebook on utilise beaucoup, et dans les voitures de plus en plus. Donc c'est un système assez extraordinaire, c'est-à-dire que la voiture apprend toute seule à conduire. Vous la conduisez sur des routes, des petites routes, les autoroutes, etc. Puis au bout d'un mois, lui dites maintenant tu te débrouilles. Et la voiture se débrouille. C'est tout à fait impressionnant. Bon, maintenant le taux Attendez, parce que je comprends pas. Vous avez un système qui va en fait s'inspirer de votre façon de conduire. Absolument. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de préprogrammer le. Voilà, absolument. Vous avez, pour l'instant, c'est un mélange à la fois d'algorithmes et de deep learning aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup, je crois, encore de deep learning, mais ça commence à être installé. Mais vous en allez voir de plus en plus. Et il y a des expérimentations où effectivement une voiture a été testée. J'ai vu un petit film, vous pouvez le trouver assez facilement sur YouTube, où une voiture a été testée en Californie pendant 1 mois. Puis après, on l'a mise dans le New Jersey. Puis on lui a dit maintenant, tu es dans un autre état, maintenant tu te débrouilles. Et puis les résultats sont tout à fait impressionnants. Je crois que c'est la société Nvidia qui a fait ça. Oui. Deuxièmement, ce que je voulais dire, j'en profite pour voir l'avenir, parce qu'il y a souvent une question qui est posée, et c'est les questions juridiques. Souvent on dit, mais regardez le droit. Est-ce que vous vous posez à vous-même les questions? Vous faites un peu du deep absolument. learning, vous êtes en train de remplacer l'animateur. Voilà. Thierry Archambault. Non, mais on va y venir, parce que non, mais vous passez le micro à Thierry Archambault. Et puis ensuite, on reviendra à la question et on passera la parole à Bernard Jacob. Non, parce que ça va filer douce, ces tables rondes, là, maintenant. Je suis navré. Non, c'était juste pour dire qu'en matière d'auto-apprentissage, il y a déjà des choses qui existent depuis plusieurs années. Vous savez que les voitures sont équipées, certaines voitures sont équipées d'un freinage d'urgence. C'est quoi un freinage d'urgence? C'est tout simplement, dans les premiers kilomètres, quand vous prenez la voiture en main, dans les premiers kilomètres, elle analyse votre façon de freiner. Et puis, elle va donc en conclure qu'au moment d'un freinage d'urgence, la façon dont votre pied attaque la pédale est très différente de ce que vous faites en freinage normal. Donc, elle va apprendre à identifier votre l'attaque de pédale par votre pied. Et puis, au moment où vous allez attaquer en freinage d'urgence, elle va reconnaître que vous ne freinez pas comme d'habitude. Elle comprend que c'est un freinage d'urgence et elle va à ce moment-là freiner davantage. Donc, c'est déjà des choses qui existent depuis plusieurs années. Là. Question idiote, Thierry Archambault. Vous parlez de voitures, j'imagine que c'est la même chose pour les camions. Oui, qu'est-ce qui se passe s'il y a des conducteurs différents sur le même camion? Alors c'était le débat qu'on avait quand l'ABS a été mis en place. On a des gens qui pensaient que puisque certains véhicules freineraient mieux que d'autres, ça serait facteur d'accident. Bon, on s'est aperçu que ce n'était pas le cas. Et il faut savoir que tout ce qui arrive dans les voitures a d'abord été testé dans les camions, grosso modo. Absolument pas la question que je posais. Non, c'est pas grave. De ne pas répondre aux questions que je pose, j'ai l'habitude. Ne vous n'en faites pas. Non, ce que je disais, c'est... Vous parlez de systèmes qui, en fait, s'inspirent de la façon dont conduit le conducteur. Mais il peut y avoir plusieurs conducteurs pour un même camion. Oui, c'est dans les premiers kilomètres que le véhicule analyse cette conduite. Mais si dans une société, il y a plusieurs conducteurs, et il y a un seul camion, ils vont se succéder dans le camion, comment le camion fait pour reconnaître il y a un code Ah non, c'est automatique. Il prend en compte la conduite du conducteur telle qu'elle se présente. Mais d'un conducteur, pas du deuxième. Si la façon de conduire la fois suivante est différente, il reconnaîtra une attaque de pédale différente dans un système de freinage d'urgence, et à ce moment-là, il sentira que c'est un frein. Personne ne conduit de la même façon. Mais justement. Et le camion le constate. Et s'il y a plusieurs conducteurs? Le camion s'adapte. Il s'adapte. Bon, Bernard Jacob, je comprends rien à rien. Je vous laisse les clés du camion. Bon, moi, je ne veux pas vous empêcher de rêver. Je pense qu'il faut être quand même un peu réaliste. Il y a des échelles de temps. Donc, le poids lourd, quand on parle de poids lourd, je parle du poids lourd de 40 tonnes ou plus. Donc, le poids lourd de grande capacité, totalement autonome sans chauffeur, je ne suis pas sûr que ce soit pour demain matin. Parce que si on regarde, on a parlé de l'aérien tout à l'heure, il y a peut-être moins de lignes de code, mais les avions sont quand même relativement avancés. Dans un avion, il y a toujours un pilote, même s'il ne pilote quasiment pas. À part quasiment le plus, et l'atterrissage. Mais il est toujours là et il ne dort pas pendant tout le trajet. Donc, je pense qu'un chauffeur de poids lourd, et vous le savez beaucoup mieux que moi, parce que vous êtes tous des professionnels, un chauffeur de poids lourd ne fait pas que conduire, il a d'autres tâches. Et donc, je pense que dans un poids lourd,
qui aura un degré d'automatisation élevé, il y a quand même un besoin de chauffeurs pour d'autres tâches, pour faire un certain nombre de contrôles et aussi pour reprendre la main. Parce que qui dit poids lourd entièrement automatisé, il va falloir que l'infrastructure contribue. Un avion, c'est dans les 3 dimensions, c'est dans l'air, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a rien. Donc c'est relativement facile d'automatiser. Pour ça qu'avec tenez bien le micro près. 200 000 lignes de code, ça peut suffire. Mais un poids lourd, lorsqu'il va quitter les réseaux principaux, les autoroutes à grande circulation, où là on imagine que c'est truffé de capteurs, la route de 5e génération dont on a parlé ce matin, le poids lourd, il a quand même une capacité, c'est de faire du point à point. Et vous êtes tous au courant qu'on ne s'amuse pas à mettre 3 poids lourds différents pour faire un même trajet. Or, pour faire du porte-à-porte, il va falloir qu'il utilise des réseaux secondaires, il va falloir qu'il aille dans des zones urbaines, dans des zones plus délicates, et à un moment donné, il faut quand même que le chauffeur puisse reprendre la main. Donc moi, je pense en tout cas qu'il y a encore un certain nombre d'années, alors je ne sais pas si c'est, vous allez me poser la question si c'est 10 ou 20 ou 30. Non, je ne vais pas vous la poser. En tout cas, je pense qu'il y a encore une période assez longue où on va avoir des poids lourds qui sont à un fort degré d'automatisation, où le chauffeur ne sera pas tout le temps en tâche de conduite, mais où il gardera quand même la possibilité de prendre la main, et non pas de la prendre de manière urgente pour pallier à la défaillance du système, ça c'est pas possible, mais où il prendra la main de manière programmée à un moment où on lui dira maintenant, ça n'est plus l'automatisme, c'est le chauffeur qui reprend la main. Mais du coup, alors, je vais garder le micro parce que c'est intéressant ce que vous dites. Bon, finalement, ce véhicule, ce camion autonome, sans chauffeur, sans personne, on n'y est pas encore. Est-ce que l'avenir, c'est donc le platooning qui est déjà testé, qui a déjà été testé avec succès en Europe du Nord et sur des routes ouvertes? Le platooning qui consiste effectivement à mettre les véhicules en convoi à faible distance, donc on parle aujourd'hui de platoon à en gros 10 mètres, donc 0,5 secondes. D'ici 10 ans, on envisage de passer à 5 mètres, 0,3 secondes. Donc ça nécessite effectivement que les véhicules suiveurs, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas en tête, sont en conduite automatisée dans le platoon, parce qu'aucun chauffeur ne peut conduire avec des temps de réaction de 0,3 ou 0,5 secondes et avec quasiment pas de visibilité. Par contre, le platoon, c'est une situation de circulation qui n'est pas permanente. On n'imagine pas qu'on peut partir d'un centre logistique ou d'un point de départ, aller jusque chez le client en platoon continu. Ce n'est pas un chemin de fer, justement. Les véhicules ne sont pas attachés physiquement et on imagine qu'il y a un certain nombre de situations où le platooning ne sera pas possible. Même sur autoroute, par exemple, si vous arrivez à une zone d'échange où vous avez un grand échangeur avec des véhicules qui rentrent, qui sortent de manière très fréquente, un platoon sera une gêne. Donc on imagine que le platoon, il faudra qu'il se délite avant de franchir cette zone, quitte à se reformer plus loin. Ensuite, si vous franchissez un pont de grande portée, avoir des poids lourds à 5 mètres de distance peut se conduire à avoir des surcharges. Donc on peut imaginer que sur certains ouvrages, le platoon ne soit pas acceptable. Si vous arrivez dans une zone où il y a du verglas, par exemple, ça peut être dangereux, même si la capacité de freinage du poids lourd est très bonne, mais sa capacité de réaction, si le sol est glissant, ça risque d'être délicat. Donc on peut imaginer que ce soit des questions de trafic, que ce soit des questions de zones, il y a des endroits où le platooning soit autorisé et pas autorisé. Et ça, c'est pas compliqué à gérer. Il peut y avoir de la signalisation routière, il peut y avoir simplement des systèmes électroniques qui fassent que quand les véhicules sont en zone de platooning, ils peuvent se mettre en platoon, sinon ils ont des warnings. Et donc, on voit bien que sur un itinéraire où le platooning est globalement autorisé, il va y avoir des zones où il ne sera pas possible et où il faudra bien que le chauffeur reprenne la main. Et s'il n'y a plus de chauffeur, on fait quoi ? Donc, c'est pour ça que je dis que si on veut que le platooning puisse se développer, et les expérimentations qui ont été menées, effectivement, l'European Truck Platooning Challenge d'avril 2016 a fait des démonstrations. Donc, il y a 5 platoons, un de chacune des marques, qui ont convergé vers Rotterdam en venant de Suède, d'Allemagne et de Belgique. Donc, ils ont franchi les frontières. C'est la première fois que des platoons franchissaient une frontière. Et alors, c'était des platoons de combien de camions ? 4 à 6. Alors, quand on parle de platoon, il faut savoir que... Hervé Tréglaudet, on ne parle pas... On parle pas de platoon. Quand on parle de platoon, c'est pas 50 poids lourds. Hein. Le platoon, ça commence à 2 poids lourds. Et typiquement, on imagine qu'avec 4 à 5 poids lourds, on a déjà des gains tout à fait significatifs. Donc on n'imagine pas ce que certains appellent des murs de camions. C'est pas 200 poids lourds qui pourraient se suivre ? Absolument pas. Donc l'idée, c'est d'avoir... Attendez, pourquoi ? Pourquoi ? Pour toutes sortes de raisons. Bon, d'abord, le gain. Alors, si on parle un tout petit peu, je vais vous donner quelques éléments sur le gain. Quels sont les gains du platooning ? Pourquoi faire du platooning ? Alors,
le gain qui vient à l'idée, qui a été évoqué ce matin, c'est le gain aérodynamique. C'est-à-dire que phénomène d'aspiration ou réduction des effets aérodynamiques, si on rapproche les poids lourds, on gagne. Alors on gagne quoi? Il y a eu de nombreux essais et calculs qui ont été faits. Le poids lourd de tête gagne à peu près 5%, réduction des effets de traînée, et les poids lourds qui sont derrière gagnent environ 10 à 12%. Même le poids lourd de devant, il gagne de... Oui, parce que la traînée est limitée, et il y a autant d'efforts de traînée que d'efforts de poussée. Bon, ça c'est l'aérodynamique qui le dit. Bon, donc c'est important. Vous savez tous que le fuel, ça représente 30 ou 40% du coût d'opération d'un poids lourd, que si on gagne 10% là-dessus, compte tenu des marges faibles, c'est déjà important. Mais les Hollandais ont fait une étude très intéressante du coût économique, du gain économique potentiel du platooning, tous facteurs confondus. Pour eux, dans cette étude, le gain aérodynamique et le gain en fuel, c'est en gros 1/6. Un autre 6e, c'est tous les gains logistiques du fait que quand les véhicules sont en platoon, on peut mutualiser un certain nombre d'opérations, notamment dans les terminaux. Mais le plus gros gain, les 2/3 du gain, c'est le gain de productivité des chauffeurs potentiels. Le principe étant que dans un platoon, seul le véhicule de tête conduit, qu'il y a la possibilité d'intervertir de temps en temps qui est en tête, et donc les chauffeurs qui sont dans le platoon sont dans une phase où ils sont ni en repos, parce qu'ils ne dorment pas, ni en conduite, puisqu'ils ne conduisent pas. Donc leur temps de conduite pourrait être en gros gelé. Et donc les temps de conduite pourraient être modifiés. Mais ça suppose effectivement au niveau européen législation chère et des à accords multipartites. Donc on voit les problèmes sociaux que ça peut poser. Mais les études qui ont été faites relativement sérieusement sur la charge de fatigue, sur la capacité du chauffeur, montrent que l'on pourrait, dans le système de platoon avec simplement 2 camions où on alterne, passer de 4h30, 45 minutes, 4h30, qui est aujourd'hui le temps de conduite sur une période de 12 heures, à des phases de 6 heures, c'est-à-dire 3 heures de conduite, 3 heures de veille, 45 minutes de repos et une nouvelle tranche de 6 heures. Ce qui veut dire qu'on augmente l'autonomie, le rayon d'action du poids lourd dans une phase de 12 ou de 24 heures pourrait passer de, en gros, 720 km à 950 km. Et les Hollandais qui ont mené cette étude, comme ils sont hollandais, ils ont fait des cercles concentriques à partir de Rotterdam, qui est le point de départ de tous les poids lourds hollandais, et ils ont montré qu'on pouvait, en 24 heures, en 12 heures, toucher un bassin de 250 millions d'habitants au lieu de 150 millions d'habitants. Et là, les gains économiques sont énormes parce qu'on voit que des trajets aller-retour peuvent être faits dans la journée au lieu d'avoir des découchés. On voit qu'on peut atteindre des gens qu'on atteindrait en 2 jours en une seule journée. Et la productivité de l'ensemble du transport routier de marchandises peut être fortement accrue. Donc c'est là que sont les gains les plus forts du platooning. Bon, Bernard Jacob, j'ai compris que le chauffeur dans un platooning ressemblerait finalement un peu au public qui est devant nous là, c'est-à-dire qu'ils ne conduisent pas complètement, mais ils ne dorment pas complètement non plus. Franck Cazenave, c'est l'avenir ? Alors, ils ne conduisent pas. C'est impressionnant la démonstration du professeur Jacob. On vient de parler de la même chose, c'est de la conduite automatisée. Le chauffeur routier ne conduit plus, pas celui de tête, mais derrière. D'accord ? Donc, ça peut être une première évolution. Et après, la deuxième évolution, c'est plutôt qu'il y ait un chauffeur de tête. Il n'y a plus de chauffeur de tête et on est en conduite complètement, dans ce cas-là, autonome, puisqu'il n'y a plus d'être humain. Donc, c'est 2 étapes. Ça ne marche pas, dit Bernard Jacob, votre affaire. Vous savez... il n'ose pas le dire. Ben moi, je vous le dis. C'est ce qu'il vient de me dire. Il me dit, ça ne marche pas. Je vais vous dire, ça me fait sourire. Quand j'ai sorti mon livre en 2014... que je parlais de voitures autonomes, il y a 2 chapitres qui vous expliquent comment ça va arriver, et après 2 chapitres sur les impacts sociaux et la transformation de la filière automobile. Parce qu'effectivement, le coût social, j'en ai parlé déjà il y a 3 ans, et je m'y suis interrogé dessus, puisqu'il y a 12 millions de personnes qui travaillent autour de la voiture en Europe. Il y a des gens qui me traitaient d'illuminé, peut-être Monsieur Jacob à l'époque. Mais sauf que tout le monde aujourd'hui, 3 ans plus tard, ne parle que de voitures autonomes, que tous les constructeurs automobiles, tous les équipementiers investissent des milliards d'euros, que tous les GAFA investissent des milliards d'euros, que Nvidia, Intel a racheté une entreprise qui s'appelle Mobileye pour 17 milliards d'euros, une entreprise israélienne, Mobileye, qui travaille sur la détection d'images. Et vous voyez, ils n'ont pas dépensé 17 milliards d'euros pour un illuminé que je serais, mais parce qu'il y a un vrai Vous entendez business. ça un peu ? Donc, si vous voulez, Bernard Jacob ? moi, il y a des gens qui peuvent avoir des réticences, très bien. Mais sur les 3 dernières années, depuis que mon bouquin est sorti, il n'a pas été démenti. Son contenu est toujours là et il y a une vision sur l'avenir, sur les problématiques sociales, sur les transformations de la filière automobile. Et ça va arriver. Et on l'offrira à Noël à Bernard Jacob, d'ailleurs, votre livre.
Surtout, je n'ai pas traité mon voisin d'illuminé. Je pense qu'il voit plus loin que moi, peut-être. Il est plus jeune. D'autre part, je pense qu'il y a des étapes. Donc, la voiture autonome, elle est devant nous, ça c'est clair. Je ne suis pas certain que le poids lourd autonome arrivera en même temps que la voiture autonome. Il y a une différence aussi importante. À part quelques personnes qui conduisent la voiture pour se faire plaisir, la plupart des utilisateurs des voitures cherchent d'abord à se déplacer. Et s'ils peuvent faire autre chose que de conduire, ils sont plutôt contents. Le chauffeur poids lourd, c'est son métier de conduire. Donc on ne va pas lui demander de faire autre chose forcément. Et après, on peut l'enlever, effectivement, qu'il n'y ait plus du tout de chauffeur. Mais là, on arrive à d'autres problèmes. Donc je pense que c'est une question d'étape. Donc je ne dis pas que c'est une vision aberrante, je ne dis pas qu'il n'y aura jamais de poids lourd autonome, mais je pense que le poids lourd complètement autonome sans chauffeur sur les routes réelles et qui fasse du point à point, ça pose des problèmes qui ne sont pas encore résolus aujourd'hui. Même peut-être dans le livre excellent de M. Cazenave. Mais vous l'avez pas lu, attendez. En tout cas, je pense que c'est une étape qu'on peut viser plus loin. Ça dépend à quel horizon on se projette. Thierry Archambault, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai tendance à partager le point de vue qui vient d'être exprimé, c'est-à-dire que Lequel? Il y en a deux. les étapes. Je pense que ça se fera par étapes. Il y a aussi une question qu'on peut se poser concernant le poids lourd. Est-ce que ça a du sens d'envisager 100% des trajets pour 100% des véhicules sur 100% du réseau à niveau 5 d'autonomie? J'en suis pas sûr, parce que ça nécessite des investissements, alors là, dans l'infrastructure, qui peuvent économiquement devenir démesurés. Donc, technologiquement, la capacité à faire un véhicule autonome niveau 5 en site ouvert, je pense qu'elle sera acquise dans les années qui viennent. Les ingénieurs seront capables de le faire grâce à la puissance de calcul qui se développe. Maintenant, il y a encore une fois des questions de sens qui se posent. Il faut que ça ait du sens économiquement. Le platooning en a, sans aucun doute. Mais on conçoit bien le platooning, on conçoit bien que c'est du transport d'assez longue distance, plutôt sur des autoroutes. On ne pense pas à un platoon forcément dans les cols d'Auvergne pour un trajet de 60 km. Donc il y a un problème de sens économique et puis il y a un problème de défis sociaux et de défis sociétaux qui nécessitent du temps, parce que ces choses-là, en général, se font à l'échelle d'une génération. C'est le temps qu'il faut pour lisser l'impact. Hervé de Tréglaudet. Sur cette question de l'incrémental ou par palier ou pas, comme je l'ai dit, je pense plutôt à une évolution par palier, parce que notamment, elle est en cours, cette évolution par palier. Les constructeurs automobiles sont en train de construire, je dis bien de construire en ce moment, des voitures qui vont être au niveau 3, au niveau 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'entre le point kilométrique d'une autoroute donnée 120 et puis 250, la voiture vous dira, vous pouvez abandonner la conduite, le système prend la main sur le plan technique, sur le plan de la responsabilité, on va peut-être parler juridique, et donc faites ce que vous voulez, simplement tenez-vous prêt, sur appel de ma part, dit le système, à reprendre le volant et je vous laisserai une dizaine de secondes. Voilà. Donc on peut dire que ce n'est pas tout à fait de l'autonomie. Je sais qu'il y a beaucoup de discussions sur les mots, mais moi j'appelle ça l'autonomie à partir du moment où on peut faire autre chose. Donc l'incrémental, il est en cours en fait. Alors, si je simplement, dois... il y a plusieurs parties, je termine, il y a plusieurs parties, on parlait du camion, etc. Il y a au moins un domaine où on passera au niveau 5 directement, c'est le transport public. C'est le transport public de personnes, les navettes. Les navettes, il y a des expérimentations un peu partout en France et en Europe. Il y en a une en ce moment au pied de l'immeuble où je travaille à La Défense. Et là, l'objectif, c'est peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, d'avoir des petites navettes transportant 10, 12 personnes sur des terminaux, c'est ce qu'on appelle le dernier kilomètre, transport de personnes, où là, sur des sites partiellement propres, partiellement dédiés à la navette, il n'y aura plus de conducteurs intérieurs, il n'y aura plus de personnel de l'entreprise de transport, simplement cette flotte de navettes, on peut imaginer 10, 20, 30, 50, sera simplement supervisée à distance, à 10 km ou à 100 km, par un opérateur qui pourra intervenir à distance. Comme la ligne 14 du métro? Comme la ligne 14 du métro. Ou les navettes à Roissy ou dans tous les hôpitaux du monde. Qu'on appelle le niveau 5. Alors, finalement, pour résumer l'état de la situation de cette table ronde, à l'heure où nous prenons l'antenne, vous êtes tous à peu près d'accord pour dire que, techniquement, plus ou moins rapidement, le système est au point et qu'aujourd'hui, c'est parfaitement possible de le faire circuler. Restent les côtés sociétaux. Effectivement, se dire qu'on va on va rouler sur une autoroute où il y aurait des camions qui rouleraient tout seuls, c'est pas évident. Et puis... la déclinaison du sociétal, c'est le juridique.
C'est-à-dire qu'il va falloir accompagner tout ça également de nouvelles législations, de nouvelles lois. Qu'est-ce qu'on va avoir le droit de faire? Qu'est-ce qu'on ne va pas avoir le droit de faire? Qui est responsable de quoi? Et ça va bouger plus rapidement que la technologie ou moins? Alors, il y a le sociétal. Moi, j'ai compris que l'expression sociétale signifiait est-ce que le conducteur, l'acheteur d'un poids lourd, l'utilisateur va accepter d'être dans un véhicule autonome ou de voir passer devant lui un véhicule autonome. C'est la réaction. S'il le refuse, psychologique, quoi. S'il le refuse, évidemment, et on ne pourra pas vendre de camions autonomes ni de véhicules autonomes. Ça, c'est un premier point. Je sais qu'il y a beaucoup de sondages qui ont été faits, mais je suis toujours un peu sceptique sur ces sondages parce qu'on pose des questions à des gens qui ne savent pas bien ce qu'est un véhicule autonome, qui ne comprennent pas s'il est totalement autonome ou partiellement autonome. Donc la réponse varie beaucoup selon la façon de poser la question. Puis il y a une autre question qui est beaucoup plus importante, c'est la sécurité, la certification de la sécurité. C'est ça le problème fondamental aujourd'hui. C'est pour ça que le droit, je voulais en parler tout à l'heure, le droit n'avance pas très, très vite et les gens s'en inquiètent en disant, vous voyez bien, aujourd'hui, le droit international, le droit français, le droit européen n'a pas bougé. Il faut toujours un conducteur totalement, pleinement responsable à toute seconde de la conduite. Vous voyez bien que rien n'a bougé. Et pourquoi ça ne bouge pas? Parce que les juristes disent, mais moi je veux bien modifier les choses. D'ailleurs, on a commencé à modifier la Convention internationale de Vienne. Mais vous, ingénieurs, apportez-moi la preuve. Parce que la Convention de Vienne, c'est là la difficulté. La Convention de Vienne, elle interdit pour le moment d'avoir un véhicule où il n'y aurait personne. La Convention de Vienne, l'article fondamental, c'est tout véhicule à moteur sur une voie publique doit avoir un conducteur, que ce soit un camion ou une voiture, entièrement responsable de l'avancement du véhicule. Alors il y a eu un premier, après beaucoup de discussions, et sous la pression d'un certain nombre de pays qui voulaient avancer, je pense en particulier à l'Allemagne, il y a eu un amendement qui a été apporté, non sans mal, après 4 ou 5 ans de discussion. Cet amendement est assez ambigu. Il dit en quelque sorte, le véhicule peut avoir un système qui conduit, auquel cas c'est autorisé, mais le conducteur doit pouvoir à tout moment le couper. Donc ça donne lieu à des interprétations. Les Allemands ont une interprétation assez libérale en disant, vous voyez bien, cet amendement permet le système de le conduire. Les Français, eux, sont beaucoup plus réservés. Franck Cazenave. Oui, je voulais quand même amener une précision. D'abord, la Convention de Vienne, elle n'a pas été ratifiée par tous les pays dans le monde. 2 exemples. Les États-Unis, la Chine, les 2 premiers marchés mondiaux au niveau automobile. Bon, donc, si nous, on n'est plus lents parce qu'on a ratifié la Convention de Vienne, c'est notre problème, mais eux peuvent décider, selon leur loi nationale, d'aller plus vite. Et puis même en Europe, on oublie toujours, mais la Grande-Bretagne n'a jamais ratifié la Convention de Vienne. Donc, suivant leur législation nationale, ils peuvent décider d'aller beaucoup plus vite que nous. Donc, je dirais que c'est un problème de compétitivité pour nous parce qu'on a une barrière à franchir qui s'appelle la Convention de Vienne, sous l'égide de l'ONU, et on doit se mettre tous d'accord pour faire évoluer cette législation. Sinon, effectivement, comme vous l'avez dit, il n'y aura pas de voiture ou de camion niveau 5 qui pourra circuler, mais pas de platooning non plus, parce que ça n'est pas autorisé par la Convention de Vienne. Donc, je voulais quand même amener ce bémol et toujours se dire que la Convention de Vienne, elle n'est pas ratifiée par tous les pays dans le monde et qu'il y a des pays qui ont un poids majeur en étant les premières économies au monde qui peuvent décider de leur propre législation. Et d'ailleurs, aux États-Unis, il y a déjà des modifications. Il y a la NHTSA et la DMW américaine ont travaillé sur ce que devrait être la certification d'un véhicule de niveau 5. Donc attention, chez nous c'est plus lent, ailleurs ça va plus vite. Bernard Jacob. Je veux juste apporter une petite précision. La Convention de Vienne, effectivement, stipule qu'il y a un chauffeur dans chaque véhicule qui est responsable. Par contre, elle ne parle pas des interdistances entre véhicules. Ça, c'est les législations des codes de la route nationaux. Donc, effectivement, aujourd'hui, pour les poids lourds, c'est 50 mètres l'interdistance dans tous les pays de l'Union européenne. Par contre, c'est des choses qui sont beaucoup plus faciles à modifier. Si demain, on change la règle des 50 mètres, et les expérimentations de l'European Truck Platooning Challenge ont montré qu'avec simplement des dérogations, de la même manière que les Pays-Bas ont donné des dérogations sur les poids et dimensions pour faire du 60 tonnes et du 25 mètres 25. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes échelles de temps. Enlever le chauffeur, c'est beaucoup plus compliqué. Ça déroge à la Convention de Vienne. Changer les interdistances et faire du platooning, ça peut se faire demain matin tant qu'il y a le chauffeur dans le véhicule. Il y a un autre point de vue qui serait intéressant, parce que là, on parle du juridique. Il y a l'assurance. La question, c'est quid. On n'a pas cette table ronde de représentants des compagnies d'assurance, mais s'il y en avait un, ce serait intéressant de savoir. L'assurance, elle a un client qui paye une prime d'assurance et qui, en cas de problème, se justifie. Alors, moi, je peux vous dire un truc sur les assureurs, parce que je les connais bien, parce que j'ai fait un colloque d'assureurs. Je veux dire, sur le véhicule,
autonome, c'est un peu panique à bord quand même, hein. Alors, Parce c'est- que non, c'est pas- sur le oui. business, Oui. sur le business, Sur le parce business. qu'ils se disent un véhicule autonome, les primes d'assurance ne seront jamais aussi élevées qu'aujourd'hui parce que ce sont des véhicules qui n'auront plus d'accident. Voilà ce qu'ils se disent. Enfin, Alors, oui, il y a plusieurs raisonnements possibles. Effectivement, on peut dire, un raisonnement, et c'est le suivant, c'est de dire 90% des accidents de la route sont dus à des erreurs humaines. Ça, c'est à peu près ce que disent les chiffres. Donc, si on a des automatismes fiables, on va éliminer en gros 90% des accidents. Donc, les taux d'accidents devraient chuter énormément. On devrait arriver à des objectifs qui ont été annoncés ce matin sur le fait d'être, ce que disait M. Jean Todt, qu'on pourrait économiser plusieurs milliers de vies par an. Et donc, effectivement, les assureurs pourraient se dire, s'il n'y a plus de risque, ça c'est un point de vue. Après, il y a un autre point de vue, c'est que l'assureur, il a effectivement un client qui paye une prime et il sait à qui se retourner quand il y a un problème. Donc, dans le véhicule autonome, le problème, c'est que la responsabilité change de main. Ça n'est plus le conducteur, parce qu'il n'y est plus. Donc, qui devient le responsable? C'est le constructeur de l'automobile ou les équipementiers qui fournissent les systèmes. Or, là, il y a des problèmes de décision de prise de risque. Autant l'industrie automobile est très prête et investit effectivement des milliards d'euros pour mettre la technologie à disposition, mais je voudrais juste prendre un exemple que vous avez peut-être connu il n'y a pas assez longtemps, ce qu'on avait appelé le LAVIA, le limitateur automatique de vitesse qui s'adapte automatiquement à la vitesse autorisée. Ce système est une trouvaille, ce n'est pas parce que l'IFTAR avait contribué à ça, mais c'était un système donc de régulateur de vitesse, mais qui lisait par GPS la position du véhicule, qui avait une cartographie embarquée, et donc qui pouvait savoir à chaque endroit quelle était la limite autorisée, et se caler à cette limite. Ça paraît génial, et en se disant on est toujours à la vitesse limite, et on n'est jamais pris en défaut d'hypervitesse. Pourquoi ce système qui marchait techniquement parfaitement ne s'est pas développé? Il n'y a pas eu de barrière juridique, etc. C'est que la responsabilité en cas d'excès de vitesse, qui l'avait? Si le système marche, le chauffeur qui a payé le système ne devait pas être responsable. Donc c'est le fournisseur de la carte qui est responsable. S'il ne donne pas la bonne information sur la limite... C'est vous. Non, c'est pas nous. C'est l'IGN. L'IGN ou les vendeurs de cartes. Et donc les fabricants de cartes n'ont jamais accepté de pouvoir se trouver responsabilisés et pénalisés en cas d'excès de vitesse. Et donc le problème, ça a été un jeu de ping-pong sur personne ne voulait être responsable. Soit c'était le fabricant du système qui ne voulait pas être responsable, soit c'était le fabricant de la carte, mais dans tous les cas, le chauffeur, si c'était lui qui était pénalisé, il pouvait dire « moi, j'ai pas acheté un système pour me faire pénaliser ». Donc on voit que ça peut être un frein. Alors je ne dis pas que ce qui s'est passé pour le LAVIA se passera pour le véhicule autonome, j'espère que non, mais je dis qu'il faut être vigilant sur ces questions de responsabilité qui peuvent tant qu'ils ne sont pas résolus, peuvent être un problème. Alors, dans le cadre de la mission que j'avais faite pour le compte du ministère des Transports en 2016 et au début de cette année, on a eu des discussions sur ce point particulier avec le ministère de la Justice et avec les assureurs. Alors je peux vous donner leur réponse. N'étant pas spécialiste, je vais vous donner la réponse. La réponse est extrêmement claire en matière de responsabilité civile. Il n'y a aucun problème en matière de responsabilité civile pour la voiture autonome par rapport à la voiture actuelle. Aucun problème. Si on applique la directive européenne, la loi Badinter et le code des assurances, ça s'applique sans problème pour les voitures autonomes. Comment ça s'applique? C'est-à-dire qu'en cas d'accident, c'est l'assureur du véhicule qui indemnise immédiatement les victimes. Que la voiture soit autonome ou qu'elle ne soit pas autonome. C'est automatique. Ensuite, l'assureur, lui, va essayer de faire des recours s'il peut. Et donc, si effectivement il y a une responsabilité de l'autre véhicule, etc. Mais c'est un problème entre assureurs. Ce que demandent les assureurs, donc ils disent, c'est plus rien à voir avec l'indemnisation qui est réglée par la loi Badinter. Ce que demandent les compagnies d'assurance, c'est après il y a recours. Alors aujourd'hui, ils disent c'est relativement facile parce qu'il y a les constats, parce qu'il y a le rapport de police, parce qu'il y a ceci. Donc dans la quasi-totalité des cas, on arrive assez rapidement, au bout de quelques mois, voire quelques années, mais on arrive à savoir quelles sont les responsabilités de l'un et de l'autre. Et les deux compagnies d'assurance, en supposant qu'il y ait deux véhicules dans l'accident, se débrouillent. Demain, leur grande inquiétude, c'est de dire « Ah oui, mais dans quel état était le véhicule autonome? Est-ce qu'il avait rendu la main au conducteur? Est-ce qu'il était en train de rendre la main au conducteur? Est-ce qu'il était dans la partie conduite manuelle? Dans quel état il était? » Et il dit « Si je dois faire un recours, il va falloir que je fasse examiner le véhicule, que je regarde les circuits électroniques, que je regarde ce qu'il a à l'intérieur. On va y passer des années et des années. »
Et ça multiplié par 1000, 10 000, etc., le nombre d'accidents. Donc ce qu'ils demandent est simple, que dans tout véhicule autonome, il y ait un data recorder, un enregistreur de données. Comme dans les avions, quoi. Déjà, comme dans les avions, comme dans les véhicules aux États-Unis où c'est maintenant obligatoire. Il y a obligatoirement, dès qu'il y a un choc, à ce moment-là, l'enregistreur enregistre toutes les données quelques minutes, je ne sais pas quel temps, quelques minutes avant et parfois même deux minutes après. Thierry Archambault ? J'ai la même information et ce type d'enregistreur de données existe déjà. Alors peut-être pas aussi sophistiqué que ce que les assureurs demanderaient, mais vous avez déjà des enregistreurs de données dans les camions qui communiquent en permanence avec l'exploitant sans problème. Est-ce que, pardon, mais et je vous passe la parole, hein, mais est-ce que finalement ces nouvelles technologies n'aboutissent pas également à un flicage absolu du conducteur ? Alors, le terme de flicage est immédiatement connoté. Donc, ah bah évidemment, moi oui, je ne vais pas clairement. vous faire un truc tout doux, etc. Vous pensez bien que je suis là, je vais mettre de possible. l'huile sur le feu. Ces technologies permettent de suivre à tout instant le camion, donc le chauffeur, clairement. Mais ce n'est pas utilisé pour ça, parce que ça n'a pas en soi d'intérêt que de fliquer le chauffeur. C'est utilisé pour optimiser la gestion et la logistique. C'est là où ça trouve son sens. Donc voilà, c'est la réponse Mais que je peux enfin, faire. ça risque quand même d'obliger à un peu de pédagogie, on va dire ça comme ça, puisque vous ne voulez pas utiliser de mots qui fâchent, de la part des patrons d'entreprises du transport auprès de leurs conducteurs. Oui, mais vous l'avez déjà fait. Vous l'avez fait avec quand c'est mis en place les dispositifs qui permettaient, par exemple, de contrôler la façon dont le conducteur a géré son trajet en termes d'accélération, de freinage, etc. Vous disposez aujourd'hui de données que les constructeurs peuvent analyser avec vous, qui vous permettent de dire que sur tel trajet, l'attaque de telle côte s'est faite en accélérant trop ou pas assez. Enfin, on se comprend. Ça a été vécu au début par les conducteurs comme le moyen de les classer et puis de faire émerger les bons conducteurs des mauvais conducteurs. Donc c'était anticipé comme ça. Et puis c'est pas comme ça que ça s'est passé fondamentalement. Ça s'est passé comme un moyen que chaque conducteur a eu de découvrir comment il pouvait s'améliorer et devenir meilleur. Bon, et c'est ce qui s'est produit. Donc on peut imaginer les choses en noir et elles peuvent tourner en noir selon l'usage qu'on en fait. Encore une fois, Parfois, ça peut bien se passer aussi. Pour le plus grand malheur de la presse qui n'a plus rien à se mettre sous la dent. On n'est pas à l'abri d'un coup de chance. Franck Aznavour. Sur cette problématique, je voudrais juste dire une chose, l'enregistrement des données et le flicage. Je pense qu'on est complètement schizophrène. Parce que 70% des conducteurs ont un smartphone. J'en parle dans le livre, Google a racheté Waze, Google Maps. Tous vos itinéraires, partout où vous êtes, c'est enregistré, gardé dans les ordinateurs chez Google. Et vous l'acceptez. Donc tout... On ne le sait pas. Ah si. Non. Et ça, Google a raison. On vous dit, vous acceptez les conditions générales de l'application. Si vous ne les avez pas lues, c'est votre problème. C'est écrit que toutes les données de vous vos connaissez déplacements... une personne qui a déjà lu Bien une sûr. condition. Ouais, moi au moins. Ah bah voilà. Et j'en connais d'autres. Ouais. Ah ouais, Bah c'est oui. pour ça que vous écrivez des livres, que vous parlez dans les conférences après. Voilà, on est exactement. pas là, parce que comme je me suis un peu posé la question, après, c'est plus facile de parler de ce qu'on connaît. Donc déjà, 70% des gens ont un smartphone et tous leurs déplacements sont enregistrés à partir du moment où ils ont un Android. Point barre. Donc, je vais dire, il faut arrêter. On est en train de... Là, la CNIL s'attaque à l'industrie automobile par rapport à l'enregistrement des données des déplacements. Mais pourquoi la CNIL ne s'attaque pas à Google, hein? Ah, ça, c'est plus difficile parce que les constructeurs français, ils sont en France, ou les constructeurs européens vendent des voitures en France. Donc ça, c'est plus facile. Bon, donc sur la problématique des données, regardons ce qu'on arrive à capter avec les smartphones plutôt que de vouloir penser au mal. Et après, sur la partie assurantielle et data recorder, je partage complètement ce qui a été dit précédemment. Il n'y a pas de problématique assurantielle. Data recorder, ça sera sur le niveau 5, ça c'est sûr. Les niveaux en dessous, c'est plus compliqué puisqu'il y a une zone grise entre ce que fait la voiture, effectivement, et ce que fait l'être humain. Et l'industrie est d'accord, on va mettre un enregistreur de données des 5 dernières minutes avec l'enregistrement de toutes les données de tous les capteurs, c'est-à-dire qu'on pourra rejouer une scène. Parce que quand même, quand il y a un constat, les deux parties ne sont pas forcément d'accord. S'il y a un accident. Alors que là, on aura les données, on pourra reconstituer la scène et les trajectoires au moins du véhicule niveau 5 autonome et voir comment l'autre véhicule est venu
percuter le véhicule autonome. Donc là, on aura des preuves matérielles, scientifiques, qui pourront permettre de comprendre comment s'est passé l'accident. Et donc on sera au-delà du témoignage humain qui a ses propres défaillances et parfois sa mauvaise foi, on aura des preuves matérielles, factuelles. Hervé Tréglaudet. Et puis vous allez conclure en plus, je vous dire. Non. Mais ne me dites pas non. Dommage qu'il n'y ait Me pas dites un pas représentant de non, la c'est moi CNIL. qui décide. Vous allez conclure parce que là, je sens les ventres qui gargouillent, si vous voulez. Non, moi, Ils disent et la pause, notre pause, important. Il n'y a pas de représentant de la CNIL, mais je parlais tout à l'heure de la mission que j'avais effectuée pendant 6 mois, dont nous les avons rencontrés plusieurs fois. J'en ai conclu que la CNIL travaillait avec beaucoup d'attention sur cette question, beaucoup d'attention. On ne veut pas dire qu'il y ait de laxisme, ce n'est pas vrai. Ils ont mis au point des référentiels qu'ils ont proposés et discutés d'ailleurs avant avec l'industrie automobile et arrêtés avec l'automobile. Ils sont sur certains points particulièrement sévères. Je vous ai donné qu'un exemple parce que je l'ai appris hier en écoutant une conférence des exploitants de navettes autonomes. Je parlais des expérimentations qu'il y avait à Défense. Et un des exploitants expliquait que la CNIL les avait obligés. Un jour prochain, espérons, il n'y aura plus personne, il n'y aura plus de représentants du personnel dans la navette. Et donc, il y a des caméras à l'intérieur pour vérifier que tout se passe bien vis-à-vis des voyageurs, etc. La CNIL a obligé à flouter tous les visages. Tous les visages sont floutés en permanence. Voilà. Donc c'est un bel exemple, je crois, d'une certaine sévérité, certainement justifiée, mais une fois qu'il n'est pas facile. L'exploitant de la dite navette trouvait que c'était quand même une obligation technologiquement pas facile à mettre au point. Et vous trouvez que ça peut nous servir de conclusion, ça? Non. Bon, alors attendez. On va vous faire une vraie conclusion. On va vous faire une vraie conclusion. On va demander à Thierry Archambault, qui est un spécialiste de la conclusion. Je faisais une plaisanterie en disant que c'était du floutage de gueule. Voilà, et ben voilà une vraie conclusion. Applaudissements pour nos participants. Extrêmement, on vous écouterait pendant des heures. Hein. Et, alors, 25 minutes de pause, on se retrouve là précisément à 16h. Et je sais que vous êtes particulièrement à cheval sur le timing, notamment pour commencer les tables rondes avec 20 minutes de retard. Donc, je vous fais confiance, à tout à l'heure.